Le changement réel n'arrive jamais par accident ni par des coups de chance, et survivre une année de plus ne signifie pas que tu as progressé. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent ignorer. Ta vie ne se transforme pas par des promesses publiques, mais par les habitudes que tu entretiens dans la solitude, quand personne ne te regarde. On nous a vendu l'idée qu'il suffit de désirer ou de décréter un avenir différent, mais 2026 ne t'attendra pas et n'aura pas de compassion si tu arrives aussi faible, distrait ou amer qu'auparavant. Si tu ne trains pas ton caractère, si tu ne maîtrises pas tes émotions, si tu ne mets pas d'ordre en toi-même, alors ta réalité sera la conséquence inévitable de ce que tu tolères en privé. Il ne s'agit pas de se motiver avec des phrases vides, mais de reconnaître le prix psychologique de ne pas prendre de décision ferme. Chaque jour que tu retardes ta croissance, tu augmentes la dette intérieure que tu devras payer plus tard, et la vie facture toujours des intérêts élevés. Le stoïcisme et la foi authentique ne promettent pas une existence facile, mais ils offrent des mécanismes pour résister, reconstruire et choisir ta réponse face à l'adversité. Si tu veux arriver en 2026 avec un but et une conscience, tu dois cesser de négocier avec tes excuses et commencer à construire une base intérieure qui ne dépende pas du climat extérieur. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Ce que tu fais en privé définit ce que tu vaux en public. 1. Construisez des habitudes avant de rechercher des résultats. La vérité est celle-ci. Vous ne construirez rien de durable tant que vous resterez obsédé par des résultats immédiats. Si votre premier geste chaque matin est de vérifier combien votre vie a changé depuis hier, vous avez déjà perdu. On vous a vendu l'idée que la transformation se mesure par l'impact visible, par les chiffres, par les applaudissements, par la sensation de progrès instantané. Mais c'est faux. La réalité est beaucoup plus inconfortable. Ce qui compte, c'est ce que personne ne voit, ce que vous répétez chaque jour, même si cela ne vous apporte aucune récompense rapide. Les résultats sont la conséquence inévitable de ce que vous faites en privé, quand personne ne vous surveille, quand vous n'avez personne à impressionner ni de qui vous cacher. Le problème, c'est que la plupart choisissent de vivre piégés dans l'anxiété du résultat, sautant d'objectif en objectif, comme si le simple fait de le désirer ou d'essayer quelquefois suffisait. C'est l'auto-tromperie du débutant. Confondre l'enthousiasme avec le changement réel, confondre l'intention avec l'habitude, confondre le rêve avec la discipline quotidienne. Ce n'est pas un manque d'information, c'est un manque de volonté pour supporter le vide entre l'action et le résultat. Et ce vide se remplit presque toujours d'excuses, de procrastination et de ce désir toxique de gratification immédiate. Crois-tu vraiment que ta vie va changer parce qu'un jour tu t'es senti inspiré? Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais fonctionné ainsi. Je te le répète. D'abord, tu construis l'habitude. Ensuite, les résultats apparaissent. Tu veux de la force, mais tu fuis l'entraînement constant. Tu veux de la paix, mais tu ne supportes pas le silence inconfortable de ton propre esprit. Tu veux un but, mais tu refuses l'inconfort de la constance. Il n'y a pas de raccourci. Le résultat n'est jamais la cause, c'est l'effet. Ce qui importe, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde, pas ce que tu publies ni ce que tu prêches. Le véritable caractère se forge dans la répétition, dans la routine qui semble insignifiante, dans cette série de petites décisions qui ajoutent ou retirent à ta vie réelle. Les habitudes sont la structure invisible de ton destin. Cette phrase, tu dois la garder à l'esprit chaque jour, surtout lorsque tu te surprends à chercher des excuses pour ne pas faire ce qu'il faut. Les personnes faibles abandonnent parce qu'elles ne voient pas de changements immédiats. Elles renoncent parce qu'elles n'ont pas compris que la véritable transformation est un processus lent, presque imperceptible, inconfortable et souvent solitaire. Ce qui te freine, ce n'est pas le manque de capacité, mais le manque de discipline pour soutenir l'effort sans avoir besoin d'applaudissements ni de promesses de succès à court terme. Chaque fois que tu choisis de sauter une action minimale parce que aujourd'hui ça ne fait pas de différence, tu accumules une dette envers toi-même. Une dette qui se transforme ensuite en frustration, en ressentiment.
en ce sentiment amer que rien ne change et que tout pèse plus lourd. Le stoïque et l'homme de foi s'accordent sur ce point. Ta vie se définit par ce que tu soutiens jour après jour, pas par ce que tu rêves dans l'euphorie d'un moment. Ce que tu sèmes en secret, tu le récoltes en public, mais il faut être prêt à semer même s'il n'y a pas de signe de germination, même si tout semble identique. Si tu ne supportes pas la lenteur de la croissance, tu ne mérites pas non plus la solidité des résultats. Ne négocie pas avec ta discipline, fais ce que tu dois faire. C'est la seule formule. Arrête de mendier des changements spectaculaires et commence à respecter les petits engagements. Ton caractère se fracture ou se renforce dans les détails que tu décides d'ignorer ou de respecter. Si tu espères que l'année 2026 sera différente, lâche la soif de résultats immédiats et commence à entraîner la constance, même si ça fait mal, même si personne ne le remarque, même si ça semble qu'il ne se passe rien. Parce que là, dans cet effort silencieux et obstiné commence vraiment la transformation. 2. Sépare ta valeur de tes circonstances. Tu te lèves, tu vérifies ton téléphone et avant même que la journée ne commence, tu as déjà laissé ton humeur être influencée par la nouvelle que tu as lue, le commentaire que quelqu'un a fait sur toi, la facture qui est arrivée ou le message qui n'est pas apparu. Tout cela se produit dans les premières minutes du matin, presque sans que tu t'en rendes compte. Tu ressens cet élan de te sentir moins si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, ou de te gonfler si le monde t'applaudit ou te donne raison. Si la journée commence bien, tu te crois précieux. Si elle commence mal, tu te sens un fardeau. Et là se trouve l'erreur que tu répètes sans t'en apercevoir. Tu remets le contrôle de ta valeur à des facteurs que tu ne peux pas seulement contrôler, mais qui changent chaque jour, parfois chaque heure. Tu as appris à associer qui tu es à ce qui se passe à l'extérieur, comme si ta dignité était en jeu chaque fois que le monde tourne. Peu de choses t'épuisent, autant que ce piège mental. Parce que tu vis sur la défensive, mesurant ton importance par les réussites, la reconnaissance extérieure ou, pire encore, par l'absence de problème. Ainsi, chaque obstacle devient une menace personnelle, chaque critique un jugement, chaque contretemps une preuve de ta prétendue insuffisance. Mais la vérité est qu'aucune circonstance n'a le pouvoir de définir ta valeur réelle. Ce qui t'arrive n'est que le contexte, pas la mesure de ton être. Lorsque tu t'identifies à la crise ou au succès, tu deviens un otage émotionnel de ce que tu ne peux pas contrôler. Tout t'affecte trop parce que tu n'as pas établi de frontières internes claires entre ce que tu es et ce que tu traverses. Chaque fois que tu laisses une mauvaise nouvelle ou un regard d'autrui te démoraliser, il y a derrière une croyance plus profonde, que tu ne vaux que lorsque tout est en ordre, lorsque les choses se passent comme tu l'as prévu, lorsqu'il n'y a ni échec ni déception. Mais cette idée est une condamnation à l'anxiété et à la frustration. Le mécanisme est subtil. Tu cherches constamment validation, approbation, tout signe que tout va bien. Et tu te punis lorsque l'environnement ne répond pas comme tu le souhaites. Le résultat est une vie où il te manque toujours quelque chose, ou où tu crains toujours de perdre ce que tu as. Une vie où tu confonds l'estime de soi avec le résultat immédiat. C'est là que commence la véritable fracture interne. Séparer ta valeur de tes circonstances est un exercice de brutale honnêteté. Cela exige que tu t'observes sans filtre, que tu reconnaisses combien de fois tu as agi uniquement pour éviter de te sentir moins, combien de fois tu as cessé d'essayer par peur du rejet, combien de fois tu as laissé un mauvais jour te faire douter de toi-même. Comprendre cela ne signifie pas devenir indifférent ni nier le poids de ce qui se passe, mais apprendre à mettre chaque chose à sa place. Ce qui t'arrive parle du monde, de la vie, des variables externes. Ce que tu es dépend de la manière dont tu choisis de répondre, de la dignité avec laquelle tu te soutiens, même lorsque personne ne te comprend ou ne te reconnaît. Tu n'es pas le solde de tes comptes, ni le résumé de tes erreurs, ni les applaudissements que tu reçois. Tu es ce que tu soutiens en silence lorsque le reste du monde ne regarde pas. Il faut cesser de demander à l'environnement de confirmer ta valeur. Il faut cesser de négocier ton estime de soi avec les hauts et les bas du quotidien.
Ta valeur est un point fixe, pas une monnaie qui se négocie selon la marée. Lorsque tu le comprendras vraiment, tu cesseras de vivre sur la défensive et tu commenceras à agir depuis la conviction, non depuis la peur. La seule approbation dont tu as besoin est celle que tu te donnes lorsque tu sais que tu as agi avec intégrité, même si personne ne le remarque. C'est la ligne que tu ne dois pas franchir. Ne vends jamais ta dignité pour un peu de tranquillité momentanée. La valeur personnelle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la force intérieure avec laquelle tu soutiens tes principes lorsque personne ne te remercie. Choisis d'être maître de toi, pas esclave des circonstances. 3. Maîtrise tes émotions, ne réagis pas par impulsivité. Je confesse quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai laissé mes émotions décider pour moi plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Il est inconfortable de découvrir qu'en dépit de toute la théorie, du contrôle de soi que l'on prêche en public, il suffit d'un geste malheureux, d'une nouvelle inattendue, d'un mot mal placé pour que l'esprit se dérègle et que le corps agisse avant de penser. Il existe un mécanisme automatique presque invisible qui déclenche des réponses. Au moindre contact avec l'inconfort, le tempérament prend le gouvernail. Et le pire, c'est que le dommage n'est presque jamais immédiat ni scandaleux. Il s'accumule plutôt subtilement, comme une dette émotionnelle qui, jour après jour, te vole de la clarté et de la force. Chaque fois que tu réagis sans filtrer ce que tu ressens, tu remets un peu de ton pouvoir. Je te l'assure, maîtriser tes émotions n'est pas les réprimer ni les nier, mais apprendre à ne pas leur obéir aveuglément. Tu n'es pas ce que tu ressens à un instant donné, tu es ce que tu décides de faire avec ce que tu ressens. Si tu prends le temps d'observer la racine de la plupart de tes trébuchements, tu verras qu'il y a presque toujours un schéma. D'abord surgit une émotion intense, colère, peur, honte, frustration, et ensuite la réaction automatique, cette action impulsive qui semble inévitable et qui a souvent des conséquences disproportionnées. L'impulsion est un raccourci mental, une façon rapide et primitive de te protéger, mais dans la vie adulte, elle finit presque toujours par être un filtre déformé qui te fait surréagir ou te défendre contre des dangers qui n'existent plus. C'est ici que l'esprit doit intervenir. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace, même s'il est petit, où tu peux choisir. C'est le territoire de la véritable liberté. Rester là, même 5 secondes, est l'entraînement le plus exigeant et le moins spectaculaire de tous. Personne ne le voit, personne ne l'applaudit. Mais c'est là que se définit ton caractère. La plupart des gens vivent convaincus que « c'est comme ça que je suis » est une justification suffisante pour toute réaction. Mais cette résignation est une concession dangereuse. Elle t'exempte de changer et te confine dans un cercle répétitif de culpabilité et de justification. Si ton objectif est de grandir et de te maintenir avec force jusqu'en 2026 et au-delà, tu dois cesser d'être l'otage de ta propre biologie. Nomme l'émotion, ne t'identifie pas à elle, reconnais l'impulsion, mais n'obéis pas automatiquement à son mandat. La maîtrise émotionnelle n'est pas un état permanent, ni un accomplissement définitif. C'est une décision qui se répète chaque jour, à chaque interaction, à chaque désagrément qui surgit sans prévenir. Il n'est pas surprenant que les stoïciens aient tant insisté sur la pause. La pause est l'interrupteur entre la réaction animale et la réponse consciente. L'émotion n'est pas le problème. L'obéissance aveugle à elle, oui. Gravez cette phrase dans ton esprit. Le coût de vivre en réagissant est élevé. Relations fracturées, mots que tu ne peux pas retirer, opportunités perdues parce que tu as préféré le soulagement immédiat à la vision à long terme. Agir par impulsion, c'est hypothéquer ton avenir pour un soulagement très bref. L'inverse, maîtriser tes émotions, est une habitude qui se cultive chaque jour, surtout dans le quotidien. Quand tu choisis le silence au lieu de l'explosion, quand tu respires avant de répondre, quand tu décides de ne pas céder à la plainte automatique, c'est là que tu t'entraînes.
Cela ne signifie pas t'anesthésier, ni adopter une fausse tranquillité. Cela signifie accepter ce que tu ressens, mais décider depuis un endroit plus élevé, depuis tes principes, pas depuis le va-et-vient du moment. La maîtrise émotionnelle est le véritable muscle de la maturité. Tu ne peux rien construire de solide si tu es à la merci de tes réactions. La stabilité interne n'est pas un cadeau, c'est le résultat de la résistance à l'impulsion et de l'action depuis la conscience. Si tu cherches à transformer ta vie dans l'année à venir, commence par ici. Ne réagis pas par réflexe, réponds depuis ton but. Choisis d'être la cause, pas l'effet. 4. Fais ce qui est juste, même sans motivation. Parfois, faire ce qui est juste ressemble beaucoup à porter un seau d'eau en montée pendant que tout le monde se repose à l'ombre. Il n'y a pas de public, pas de musique épique, même pas de brise rafraîchissante. Juste le poids dans tes bras et la certitude que le chemin est long, monotone, répété 1000 fois et que personne ne le remarquera. Là, à ce moment où la motivation s'évapore et qu'il ne reste que l'effort brut et silencieux, c'est là que le caractère se mesure vraiment. Les gestes les plus petits, redresser une chaise que tu n'as pas renversée, répondre avec respect même si tu n'en as pas envie, accomplir une tâche même si ton corps te demande d'abandonner, deviennent des épreuves quotidiennes d'intégrité. La motivation est cette lueur fugace qui apparaît de temps en temps, comme une étincelle dans l'obscurité. Mais la véritable transformation se produit lors des jours gris, quand il n'y a rien qui pousse, sauf ta propre décision de faire ce qui est juste. Si tu regardes de près les gens que tu admires, tu vas remarquer un détail. Ce ne sont pas des personnes qui attendent l'humeur parfaite pour agir. Ils ne dépendent pas du climat émotionnel, ni de l'enthousiasme matinal. Ils avancent par engagement, pas par caprice. Leurs routines sont remplies d'actes minimaux et silencieux. Se lever à l'heure convenue, terminer ce qu'ils ont commencé, faire face quand c'est inconfortable, tenir leurs paroles, même si cela leur coûte. Ce sont des décisions qui ne séduisent personne, qui ne reçoivent pas d'applaudissements, mais qui, avec le temps, construisent une base interne inébranlable. Faire ce qui est juste sans motivation est ce qui sépare ceux qui ne font que fantasmer sur le changement de ceux qui le réalisent vraiment. Fais le même si tu n'en as pas envie. Cette phrase vaut plus que n'importe quel conseil motivationnel, car la vie réelle n'attend pas que tu sois inspiré. Il y a une erreur courante. Penser que tu dois d'abord ressentir pour agir ensuite. Mais le corps et l'esprit peuvent travailler contre tes meilleures intentions. Certains jours, tu te lèveras avec la sensation que rien n'a de sens, avec le moral à plat et la fatigue collée au visage. Ces jours-là, l'habitude est ton seul refuge. La discipline agit comme un mécanisme qui soutient quand tout le reste échoue. Il ne s'agit pas de devenir un automate froid, mais de comprendre que l'engagement est plus fort que l'humeur. Ta parole, ton devoir, ta promesse pèsent plus que n'importe quel élan passager. La constance est le muscle invisible qui te sauve lors des jours de vide. Il y a des gestes qui semblent insignifiants. Répondre avec gentillesse quand tu préférerais le silence. Terminer ce rapport même si personne ne le lit. Prendre une décision éthique même si personne ne la célèbre. Mais chacune de ces actions laisse une empreinte interne. C'est comme investir dans un compte dont seul toi connais le solde. Quand le moment difficile arrivera, quand la vie te demandera des comptes, cette réserve d'intégrité silencieuse est la seule chose qui te soutient. Fais ce qui est juste, même sans témoin. C'est la véritable mesure du caractère. Dans la pratique, cela signifie se lever du canapé quand tu préférerais t'enfoncer, demander pardon même si l'orgueil crie, maintenir l'ordre quand le découragement règne. Tu ne cherches pas de motivation, tu cherches de la cohérence. Tu n'attends pas d'approbation, tu cherches le respect de soi. Le monde est rempli de gens qui n'agissent que lorsqu'il y a des spectateurs. L'extraordinaire est de faire ce qui est juste en privé, quand personne ne te voit et que rien ne t'y oblige. Entraîne-toi à être ce genre de personne, celle qui s'acquitte de ses devoirs, même si cela fait mal, celle qui honore sa parole même si elle se retrouve seule, celle qui choisit le devoir plutôt que le confort. La motivation est un visiteur qui va et vient.
La discipline est le maître de la maison. Si tu apprends à agir sans dépendre de l'élan émotionnel, tu deviens indestructible à l'intérieur. Parce que la véritable force n'est pas celle qui se montre, mais celle qui se maintient quand personne ne regarde. 5. Cherche la clarté dans le silence et l'ordre. Le désordre est une excuse, pas une condition inévitable. Si ton esprit est toujours saturé, si ton environnement est un chaos silencieux, si tu ne peux pas passer 5 minutes sans chercher une distraction, alors tu t'es déjà rendu sans t'en rendre compte. Tu n'es pas victime du bruit, tu es complice. Chaque fois que tu remplis ta journée de stimuli, de conversations vides, d'écrans ouverts et de tâches sans sens, tu choisis la confusion plutôt que la clarté. Le silence n'est pas un luxe pour les moines ou les illuminés. C'est un outil brutal qui dénude tes excès et te force à affronter le désordre que tu accumules depuis si longtemps. Mais bien sûr, il est plus facile de se plaindre du manque de temps que de s'asseoir pour organiser ce qui dépend uniquement de toi. Si ta vie te semble hors de contrôle, commence par accepter ceci. Le chaos ne se résout pas tout seul, il se confronte. Il est inconfortable, mais nécessaire, de regarder l'espace physique et mental que tu as permis de se remplir de déchets. Fichiers inutiles, conversations en attente, objets empilés, pensées répétitives, décisions reportées. Tout cela pèse même si tu l'ignores. La confusion n'est pas innocente. Elle devient un filtre qui déforme ce que tu vois et te vole de l'énergie même avant que la journée ne commence. Les gens faibles attendent d'être motivés pour nettoyer leur vie. Les gens forts comprennent que la clarté n'apparaît pas par miracle. Elle se construit à la main, en éliminant ce qui est superflu et en affrontant le vide qui reste lorsque tu cesses de remplir chaque seconde de bruit. Silence et ordre, deux mots inconfortables car ils exigent de la maturité. Enlève le masque de la victime et reconnais que ton désordre est ta responsabilité. La clarté mentale naît du silence inconfortable, celui que beaucoup évitent car il expose des vérités qu'ils préféreraient ne pas voir. Lorsque tu oses mettre en pause le flux interminable d'informations, d'opinions, de demandes externes, tu découvres combien tu as reporté le travail essentiel. Mettre en ordre tes priorités, tes habitudes, tes engagements. Celui qui ne supporte pas le silence ne supporte pas non plus la vérité de sa propre vie. C'est là que se séparent ceux qui avancent de ceux qui restent bloqués dans la plainte et l'autocompassion. Le silence est une épreuve de courage, car il te laisse face à face avec ce que tu crains, tes contradictions, tes doutes, ton manque de direction. L'ordre, pour sa part, n'est pas une question d'obsession ni d'esthétique superficielle. C'est une discipline appliquée au concret. Tu ne peux pas demander de la clarté si ton bureau est un cimetière de promesses brisées ou si ton agenda est un mosaïque d'engagements vides. Chaque objet hors de sa place, chaque tâche accumulée est une décision que tu as reportée et qui te pèse aujourd'hui comme une dette. L'ordre externe est le reflet de ton ordre interne. Si tu n'es pas capable de maintenir le minimum dans le monde physique, tu ne pourras pas non plus prendre de grandes décisions lorsque la pression réelle arrivera. Celui qui ne peut pas ordonner sa journée ne pourra pas non plus ordonner son destin. Grave cette phrase. Arrête de chercher des secrets pour te concentrer et commence par nettoyer ton espace et tes pensées. Les personnes qui obtiennent des résultats durables ne sont pas celles qui ont le plus de talent, ni celles qui trouvent l'environnement parfait, mais celles qui apprennent à créer de la clarté au milieu du bruit. Ne te laisse pas tromper, si tu ne te donnes pas de temps pour le silence, tu deviens esclave de la confusion des autres. Si tu ne ranges pas ce qui est à ta portée, le désordre te dévore de l'intérieur. La clarté est une conquête quotidienne. N'attends pas de te sentir prêt, agis. Silence pour écouter ce qui importe. Ordre pour soutenir ce que tu décides. Il n'y a plus d'excuses. Le chaos est confortable, mais il n'est jamais digne. Choisis la clarté, même si cela fait mal. 6. Pratique la gratitude, même en temps difficile. La gratitude n'est pas un luxe ni une vertu décorative, c'est une obligation brutale si tu veux survivre avec dignité au coût de la vie.
Personne ne va t'offrir la sérénité ni la clarté tant que tu continues à croire que tu ne peux être reconnaissant que lorsque tout va bien. Cette pensée est un piège qui te fragilise en silence. Elle te conditionne à dépendre de l'extérieur pour trouver l'équilibre et te laisse à la dérive chaque fois que la réalité mord. L'esprit, si tu ne l'entraînes pas, devient une machine à enregistrer les manques, ce qui fait défaut, ce qui fait mal, ce qui a mal tourné. Ainsi, la souffrance ne se contente pas de te rendre visite, elle s'installe et commence à définir ton identité. Et le pire, c'est que lorsque tu t'habitues à ne voir que le mal, tu finis par croire que la vie entière est une dette, que tu es toujours en défaut, que tu n'as rien de propre à défendre. C'est inconfortable à admettre, mais parfois la douleur devient une excuse parfaite pour cesser de voir ce qui demeure. Le cerveau, conditionné par l'habitude de survivre, devient expert dans la détection des menaces et l'archivage des pertes. Mais il devient maladroit lorsqu'il s'agit d'enregistrer ce qui résiste, ce qui ne se brise pas, ce qui continue à te soutenir, même au milieu de la pénurie. Pratiquer la gratitude en temps difficile est un acte de rébellion mentale. Il s'agit de défier cette voix intérieure qui te dit que tu n'as le droit de remercier que si rien ne te manque. Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal, ni de déguiser la frustration avec des gestes vides, mais d'obliger la conscience à reconnaître que même dans le pire des scénarios, quelque chose reste debout. Parfois, c'est la santé qui résiste, une relation qui ne s'est pas brisée, la capacité de réessayer, ou simplement l'opportunité de continuer à apprendre. La gratitude, bien comprise, n'exige pas que tu sois aveugle à la douleur, ni que tu deviennes insensible. Elle exige, en revanche, que tu construises un filtre différent pour regarder ta vie. Un filtre qui n'ignore pas le mal, mais qui ne lui remet pas non plus le contrôle total de ta perception. Lorsque tu choisis de chercher activement ce qui demeure, le cerveau commence à enregistrer un autre type d'information. Des ressources internes, des forces que tu tenais pour acquises, de petites victoires que tu célèbres presque jamais. Cet enregistrement est fondamental car, dans les jours les plus difficiles, l'esprit a tendance à exagérer l'ampleur de la malchance et à minimiser tout reste de bien-être. C'est là que la gratitude devient une stratégie de survie psychologique. Elle t'oblige à équilibrer le compte interne, à reconnaître que tout n'est pas perdu, à éviter que la souffrance ne se traduise par une amertume permanente. Ce n'est pas facile. Il y a des jours où la gratitude semble forcée, presque ridicule, car tout pèse et la déception pèse plus que n'importe quel motif de gratitude. Mais c'est là que l'entraînement est le plus nécessaire. Il ne s'agit pas de te convaincre avec des phrases vides, ni de simuler l'optimisme. Il s'agit de confronter l'habitude de ne voir que ce qui manque et de t'obliger, même si c'est difficile, à enregistrer ce que tu as encore. La gratitude est une discipline, pas un sentiment. Quand tu comprends cela, tu cesses d'attendre que la vie soit parfaite pour commencer à remercier et tu commences à le pratiquer comme un acte conscient, presque comme une défense contre l'épuisement émotionnel. Le danger de vivre sans gratitude est que la douleur finit par déformer ton caractère. Tu deviens dur, méfiant, incapable de reconnaître les ressources qui te restent. La gratitude, en revanche, est le muscle qui te garde flexible, capable de résister sans te briser. Ce n'est pas une concession à la souffrance. C'est une façon de reprendre le contrôle sur ce que tu penses et ressens. Si tu veux arriver à 2026 avec quelque chose de plus que des cicatrices, tu dois entraîner l'habitude de remercier même ce qui semble minime. Car là, dans cet acte silencieux et obstiné de reconnaître ce qui soutient encore ta vie, se forge la véritable résilience. La plainte est un puits, la gratitude, une échelle. 7. Définissez un but qui transcende l'immédiat. Vous êtes assis devant l'ordinateur, avec l'agenda du jour ouvert et une longue liste de tâches devant vous. Tout est urgent, tout semble réclamer votre attention, mais au fond, il y a une gêne qui ne s'éteint pas, la sensation que même si vous complétez chaque point, rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Vous vous arrêtez un moment, regardez l'écran et vous demandez pourquoi, après tant d'efforts et tant de mouvements,
La vie continue de sembler superficielle, comme si vous étiez piégé dans une répétition sans sens. C'est le scénario où la plupart se perdent, confondant activité avec but et vitesse avec direction. Le problème est structurel. Nous vivons obsédés par la résolution de l'immédiat, par l'extinction des incendies, mais nous ne prenons jamais le temps ni le courage de nous demander pourquoi nous soutenons tout cet effort. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des objectifs, mais de savoir si ces objectifs construisent réellement quelque chose qui en vaut la peine. Sans un but qui transcende l'urgent, tout ce que vous faites finit par devenir une succession de tâches vides, accumulant de la fatigue au lieu de sens. La première erreur est de croire que le but est une révélation magique qui apparaît du jour au lendemain, ou qu'il suffit d'avoir une motivation vague pour résister à l'épuisement. Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer. Parler trop coûte souvent cher. Dans un monde qui récompense l'exposition constante et l'opinion sans filtre, la véritable force réside chez ceux qui savent quand se taire. Je ne parle pas de retrait ni de peur, mais d'une discipline mentale qui choisit le silence comme stratégie, non comme refuge. Les stoïciens le savaient déjà. L'autocontrôle commence par la bouche. Pendant que d'autres cherchent la validation à chaque mot, ceux qui maîtrisent la règle des 3 silences avancent sans être détectés, observent sans être jugés et résistent sans être provoqués. Garder le silence lorsque vous réalisez quelque chose d'important vous protège des fractures de l'ego et des intentions des autres. Se taire face à la colère vous sauve de dettes émotionnelles qui coûtent ensuite trop cher. Et garder la vérité pour soi, lorsque la partager ne ferait qu'alimenter le chaos, est un signe de pouvoir, non de lâcheté. Le silence, bien appliqué, est un filtre de maturité et une barrière contre la manipulation. Ne vous y trompez pas. Être discret ne vous rend pas invisible, cela vous rend plus difficile à déchiffrer. La prochaine fois que vous ressentirez cette impulsion de parler, rappelez-vous que le silence communique aussi. Et parfois, dites exactement ce que vous devez dire. Parler moins n'est pas perdre du pouvoir, c'est l'affûter. Pour beaucoup, se taire est abandonner. Pour les forts, c'est choisir le moment exact d'agir. 1. Parle seulement quand c'est indispensable. Il y a des moments aussi simples que ce café entre amis, une réunion de travail ou le temps passé en famille autour de la table. Quelqu'un lance un commentaire, un autre partage une petite victoire et la conversation s'écoule comme toujours. Rapide, automatique, prévisible. Tu sens en toi l'élan d'intervenir, d'ajouter quelque chose, de raconter ta version ou de faire savoir que tu sais aussi, que tu réussis aussi, que tu comptes aussi. La pression interne est presque physique, une inquiétude sourde, comme si ta valeur dépendait de ne pas rester silencieux. Et pourtant, à cet instant, tu gardes le silence. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu commences à comprendre que tout ce que tu penses n'a pas besoin d'être mis en mots. Parler seulement quand c'est indispensable est une discipline intérieure que personne n'applaudit, mais qui transforme ta relation avec toi-même. Beaucoup d'entre nous portent la croyance, installée depuis l'enfance, que celui qui parle le plus est celui qui commande, que celui qui donne son avis est celui qui compte le plus, et que rester silencieux équivaut à être exclu du jeu. Mais avec le temps, tu observes l'usure invisible que laisse cette urgence d'intervenir dans tout. Chaque mot inutile est une petite fuite d'énergie. Chaque commentaire superflu, un investissement émotionnel qui revient rarement avec des intérêts. Et peu à peu tu comprends. Le silence n'est pas vide, c'est du contrôle. Il ne s'agit pas de te réprimer par peur ou par insécurité. C'est la conscience que tes mots, quand ils sont vraiment nécessaires, pèsent plus. Le premier à apprendre de cet effort, c'est toi-même. En te taisant, tu détectes mieux les filtres mentaux qui déforment ce que tu entends et ce que tu ressens. Tu reconnais tes propres désirs d'approbation et la peur de ne pas être vu. Dans cet espace que tu laisses entre l'élan et l'action, surgit une nouvelle force, celle de choisir quand parler et quand ne pas le faire. Le silence stratégique n'est pas de la froideur, mais de l'intelligence. Celui qui maîtrise quand parler et quand se taire entraîne son caractère avec la même discipline que celui qui renforce un muscle. Ce n'est pas que tu deviens invisible,
tu deviens plus pertinent. Ta voix cesse d'être un bruit de plus et devient un outil précis, de ceux que tu utilises seulement quand c'est vraiment nécessaire. Parler moins ne te retire pas de la valeur sociale, même si parfois l'anxiété dit le contraire. Au contraire, cela te confère une présence plus solide. Il est facile de se laisser emporter par le réflexe de commenter, d'opiner, d'expliquer chaque pas que tu fais. Mais chaque fois que tu choisis le silence indispensable, tu montres que tu ne dépends pas de la réaction des autres pour valider ce que tu penses ou fais. Seul celui qui se sent faible a besoin de se justifier tout le temps. Parler seulement quand c'est indispensable est une forme de respect, d'abord envers soi-même et ensuite envers les autres. Parce que tu reconnais que tu n'as pas besoin de gagner de l'espace avec des mots de remplissage, ni d'entrer dans la compétition subtile de celui qui s'impose en parlant plus fort. Apprendre à garder le silence, c'est accepter qu'il y a des décisions qui coûtent parce qu'elles t'obligent à tolérer ton propre inconfort. Mais c'est le prix de la maturité émotionnelle. Tolérer le poids de ne pas intervenir dans tout, de ne pas toujours chercher le dernier argument, de ne pas craindre le vide de la pause. Le silence communique aussi, mais seul le sage le comprend. C'est l'une des phrases qui change la façon dont tu te relis au monde. Se taire n'est pas disparaître, c'est choisir quand être vraiment présent. Si tu parles seulement quand c'est indispensable, tes mots cessent d'être une dette et deviennent un investissement. Ainsi se renforce la présence, ainsi on devient moins vulnérable et plus difficile à manipuler. Dans un monde qui récompense l'exposition constante, celui qui sait se taire gagne un avantage que la plupart ne soupçonnent jamais. 2. Protège tes projets avec une discrétion constante. Je reconnais à quel point il est inconfortable de l'admettre, mais il y a une part de moi qui, dès qu'elle sent que quelque chose se passe bien, qu'un plan commence à prendre forme ou que j'avance, même un peu, a envie de le crier. Pas par vanité, mais par un besoin presque enfantin de recevoir une validation immédiate, de m'assurer que quelqu'un d'autre voit que je ne tourne pas en rond. C'est un réflexe appris. L'impulsion de partager le projet, l'objectif ou même la simple intention, comme si en le mettant à l'extérieur, cela devenait plus réel, plus solide. Cependant, chaque fois que je cède à cette urgence, je finis par faire face à une sorte de gueule de bois psychologique. L'énergie dont j'avais besoin pour continuer à avancer se dilue, et au lieu de me sentir plus fort, je me sens plus exposé. Il y a un coût caché à parler trop de ce qui n'est pas encore construit, et ce coût se paie avec la motivation, la concentration et l'autonomie. Lorsque tu analyses les causes de ce mécanisme, tu vois que la culture récompense l'exposition. On nous a appris que partager nos objectifs est un signe de sécurité, de confiance, de mentalité de réussite. Mais en réalité, chaque fois que tu exposes un plan trop tôt, tu ouvres une porte inutile à l'opinion des autres, au doute que les autres projettent, à la tentation de justifier chaque pas que tu n'as même pas encore fait. Il ne s'agit pas de paranoïa, ni de voir des ennemis partout, c'est une question de stratégie. La discrétion n'est pas seulement un acte d'humilité, c'est aussi une forme de protection mentale. Parler de tes projets active l'attente, et avec elle, la pression de devoir prouver. Ce qui était un désir authentique se transforme en une obligation sociale, et le processus personnel se contamine avec l'anxiété de ne pas échouer aux yeux des autres. Lorsque tu tombes dans ce cycle, tu perds le contrôle de ton propre rythme. Le plan cesse de t'appartenir. La conséquence est directe et brutale. Plus tu parles de ce que tu feras, moins tu fais. Il y a un transfert d'énergie que presque personne n'analyse. La satisfaction que tu devrais réserver pour la réalisation réelle est avancée et gaspillée dans l'anticipation verbale. Le cerveau reçoit la récompense trop tôt et l'engagement interne s'affaiblit. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'intentions se dégonflent à peine nous les nommons. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la psychologie pure. L'exposition prématurée te vole du carburant. De plus, lorsque les gens connaissent tes mouvements, des jugements, des comparaisons et des attentes surgissent automatiquement.
Certains se réjouissent, d'autres projettent leurs insécurités et doutent sur toi, d'autres se sentent directement frustrés. Tu ne peux pas contrôler le filtre avec lequel ils regardent tes projets, mais tu peux choisir combien tu laisses voir. Protéger tes projets dans le silence est, en essence, blinder ta motivation contre l'usure inutile. Choisir la discrétion constante implique d'accepter l'inconfort de ne pas recevoir de reconnaissance immédiate. C'est un exercice inconfortable car il t'oblige à valider ton propre processus sans renforcement externe. Mais cet inconfort est ce qui renforce l'indépendance mentale. Le progrès qui se protège dans le silence se sent plus authentique. L'avancement est plus stable car il est moins contaminé par le regard des autres. Garder le silence ne signifie pas cacher par peur, mais protéger ce qui est encore en construction. Le secret devient plus fort. Lorsque tu gères tes projets avec cette discipline, tu deviens moins vulnérable à l'interférence, au sabotage involontaire et aussi à l'usure émotionnelle produite par la comparaison sociale. Le silence stratégique ne te protège pas seulement des autres, il te protège de toi-même, de ta propre tendance à disperser de l'énergie dans le spectacle verbal. Il n'y a pas de raccourci pour maîtriser cela. C'est une décision quotidienne. Veux-tu avancer ou préfères-tu impressionner ? La véritable sécurité réside dans la capacité à progresser sans témoin, à soutenir l'effort sans besoin d'applaudissements. Lorsque tes réalisations parlent enfin pour toi, l'effet est irréversible et personne ne peut te l'enlever. La discrétion constante est un filtre qui sépare la motivation authentique du besoin artificiel d'approbation. C'est la différence entre construire en privé et vivre en attente de la réaction des autres. En pratique, parler moins de tes projets est une forme de respect envers ton propre processus. Personne ne peut attaquer ce qu'il ne connaît pas, et personne ne peut freiner ce qu'il n'a pas vu venir. La clé est simple mais exigeante. Protège tes avancées comme tu protèges ta dignité. L'exposition anticipée est une dette émotionnelle. La discrétion, en revanche, sera toujours un investissement. 3. N'annonce pas tes réussites trop tôt. Rien n'affaiblit plus que de célébrer la victoire avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. C'est l'erreur que beaucoup commettent sans même s'en rendre compte. Ils annoncent leur réussite trop tôt, convaincus que partager leur progression les rend plus forts, plus visibles, plus importants. Mais voici le piège. Ce que tu annonces avant de le consolider, tu l'exposes au jugement des autres. Tu l'exposes à l'énergie du doute, de l'envie et de la pression que tu n'as pas demandé. Le besoin de reconnaissance rapide est une fracture de caractère, un signe que tu dépends trop du regard des autres pour te soutenir. Il ne s'agit pas de fausse humilité, ni de se cacher. Il s'agit de comprendre le mécanisme interne qui te sabote. Quand tu parles de tes avancées avant qu'elles ne soient réelles, tu te précipites psychologiquement vers une récompense que tu n'as pas gagnée et tu te vides de l'intérieur. C'est comme dépenser son salaire avant de l'avoir touché, tu te retrouves à devoir de la motivation, à devoir des résultats. Beaucoup justifient cette urgence par des phrases comme « si je le raconte, je m'engage davantage » ou « j'ai besoin de soutien pour continuer ». Mensonge. Ce que tu cherches, ce n'est pas du soutien, c'est de la gratification instantanée. Et cette gratification est bon marché, dure peu, et te laisse plus faible que tu ne l'étais. Tu te convaincs que partager tes étapes te donne de l'élan, mais en réalité, cela te fragmente. Tu perds de la force, parce que ton objectif n'est plus seulement le tien. Tu l'as partagé, tu l'as rendu public, et chaque regard extérieur devient un juge invisible qui te prive de liberté d'action. C'est la dette que personne ne te dit que tu paies, une dette émotionnelle qui grandit avec chaque annonce inutile. Pour chaque réussite que tu anticipes en mots, tu renonces à une portion d'énergie que tu pourrais investir pour la rendre réelle. Le mérite ne se crie pas, il se prouve. Et celui qui ne comprend pas cette vérité est condamné à vivre des attentes des autres et non de ses propres conquêtes. La société te vend le piège de l'exhibitionnisme. Si tu ne montres pas, tu n'existes pas. Si tu ne parles pas, tu n'avances pas. Mais derrière ce bruit,
Il n'y a que de l'anxiété mal déguisée, une insécurité maquillée de transparence. Personne de fort n'a besoin d'annoncer chaque pas. Personne de sûr ne ressent l'urgence d'être applaudi trop tôt. Le véritable progrès se construit dans le silence, et ce silence est inconfortable, car il t'oblige à te confronter à toi-même, à te soutenir de l'intérieur sans témoin, sans renforts externes. Il est facile de déguiser la faiblesse en sincérité, mais quand tu tombes dans ce piège, tu deviens esclave de la réaction des autres. Tu cesses d'avancer par passion et commences à agir pour satisfaire des attentes. Ce n'est pas une croissance, c'est une dépendance. Celui qui annonce ses réussites trop tôt perd son avantage. Tu deviens prévisible, manipulable et, le pire, vulnérable à la pression d'échouer en public. Combien de projets meurent parce qu'ils ont été exposés trop tôt et que l'usure de justifier chaque étape a fini par épuiser la motivation. Le processus a besoin d'espace pour mûrir. Les victoires prématurées ne sont que de la fumée. Le chemin solide est celui de la discipline silencieuse, celle qui ne cherche pas de témoins ni n'a besoin d'applaudissements. Le véritable progrès ne dépend pas de la publicité, mais de la constance sans spectateurs. Le fruit silencieux est le plus difficile à arracher. La vie ne récompense pas celui qui crie ses avancées, mais celui qui les défend contre l'usure extérieure. Si tu t'efforces de cacher tes mouvements, non par peur, mais par respect pour ton propre processus, tu découvres une sécurité que personne ne peut te ravir. Arrête de donner ton énergie en échange de reconnaissance vide. Tu ne dois d'explication à personne sur ce que tu es en train de construire. Fais-le en silence, fais-le avec fermeté, et quand le résultat sera impossible à ignorer, qu'il parle de lui-même. Ne confonds pas visibilité et pouvoir. Le véritable pouvoir est d'avancer sans être interrompu. La prochaine fois que tu ressentiras cette impulsion d'annoncer ton succès trop tôt, souviens-toi, ce que tu protèges en silence grandit plus fort. Ce que tu exposes trop tôt s'affaiblit. Que tes réussites parlent, pas ton anxiété. 4. Répondre à la colère avec une calme absolue. En surface, une discussion animée ressemble à un échiquier où les pièces se déplacent rapidement, poussées par des mains tremblantes et des regards fixés. Le geste des sourcils froncés, le poing qui se serre sous la table, la mâchoire serrée comme si elle mordait un morceau d'acier invisible. C'est le théâtre de la colère, où le corps prend le contrôle et l'esprit devient spectateur. La provocation arrive, des mots tranchants, des gestes méprisants, le ton qui monte d'un demi-ton, et tout en toi réclame la réplique. Tu sens des picotements dans les bras, la poitrine se tend, le sang monte au visage. Autour de toi, l'atmosphère devient lourde. Le silence se déchire en morceaux et la présence de la tension devient tangible, presque comme un courant électrique qui traverse la pièce. Mais dans cet espace apparaît la première possibilité de pouvoir réel. Ne pas bouger, ne pas répondre, ne pas offrir à l'autre le spectacle de ta réaction. Répondre à la colère avec une calme absolue n'est pas un acte passif, loin s'en faut, ni une soumission. C'est une décision soutenue par des muscles invisibles, un entraînement qui exige plus de force que n'importe quelle explosion. Parce que la colère des autres est une invitation. Elle veut t'entraîner, elle veut te transformer en reflet, en écho de sa maladresse. La plupart tombent dans le piège, répondent automatiquement et paient ensuite la facture avec des remords, des explications et de l'épuisement. Mais celui qui apprend à se contenir, même s'il ressent à l'intérieur le poids de 1000 mots non dits, découvre un avantage qui n'est pas évident au premier abord. Le calme devient un bouclier silencieux, un filtre qui laisse passer l'essentiel et rejette le poison. Tu peux observer comment l'autre s'agite, comment sa respiration s'accélère, comment il cherche ta réaction comme quelqu'un qui a besoin d'oxygène. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas devenir la marionnette des provocations des autres. Le calme est un pouvoir en état pur. C'est l'une de ces phrases qui traverse la peau. Celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise la situation.
La plupart craignent de rester silencieux face à l'agression par peur de paraître faible, mais c'est le contraire qui se produit. Celui qui répond avec colère se montre vulnérable, expose son talon d'Achille, révèle que n'importe qui peut le manipuler s'il sait quel bouton presser. En revanche, la personne qui se maintient, qui garde une respiration lente, qui ne hausse pas la voix, ni ne change de posture, devient imprévisible, et surtout, respectée. Le calme absolu n'est pas froideur, c'est un autocontrôle raffiné. Ton interlocuteur peut remarquer la fermeté dans ton regard, la tranquillité de ton corps, la certitude que tu ne vas pas entrer dans le jeu. Cette neutralité désarme, confond, oblige l'autre à se voir dans son propre miroir de désordre. À ce moment de pause, tu récupères la marge de manœuvre que beaucoup perdent pour toujours. Tu cesses d'être réactif pour devenir l'architecte de la conversation. Celui qui contrôle sa réponse, contrôle le résultat. Dans la vie quotidienne, cette règle te sauve de conflits inutiles et de regrets pesants. Il est facile de céder à l'impulsion quand quelqu'un te provoque au bureau, à la maison ou même dans la rue. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, même si à l'intérieur tu ressens le feu sur ta langue et la pression dans tes veines, tu investis dans la dignité. Le calme absolu face à la colère des autres est une discipline inconfortable, car elle exige d'avaler sa fierté et de maintenir le silence sans attendre de reconnaissance. Mais ce silence te protège d'être entraîné dans des guerres qui ne te concernent pas, d'être piégé dans des batailles qui ne valent pas la peine. Personne ne peut t'utiliser comme un outil si tu ne te prêtes pas au jeu de l'affrontement. Le véritable respect naît de la capacité à ne pas réagir comme on s'y attend. C'est ce type de force qui n'est pas visible, mais qui se ressent. Le silence face à la colère n'est pas vide. C'est une déclaration que ta valeur ne dépend pas de gagner une discussion, mais de ne pas te perdre en elle. 5. Ne révèle pas des vérités qui n'apportent rien. Il existe des vérités qui ne détruisent que. Dire tout ce que tu sais, révéler chaque information gênante ou chaque erreur d'autrui ne te rend pas authentique ni ne te donne une supériorité morale. Cela te rend imprudent, voire dangereux pour toi-même. L'impulsion de tout avouer, d'exposer ce que quelqu'un t'a confié ou ce que tu as découvert par toi-même, naît souvent d'une anxiété mal gérée, le besoin de te sentir pertinent, de prouver que tu as accès à des informations précieuses, de faire une différence dans un groupe ou dans une relation. Mais cette urgence est un piège. Ce que tu lâches sans nécessité peut se retourner contre toi, et cela finit presque toujours par arriver. Garder certaines vérités est un test de caractère, une frontière mentale où se mesure ta capacité à gérer le pouvoir et la responsabilité sans devenir un canal de destruction. L'esprit, lorsqu'il détecte une vérité gênante, quelque chose que tu pourrais utiliser pour gagner une discussion, pour mettre quelqu'un dans l'embarras ou simplement pour te sentir supérieur, active une série de mécanismes automatiques. La tentation de tout révéler apparaît, d'être celui qui met les cartes sur la table, comme si cela te donnait un contrôle réel sur la situation. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'en révélant des vérités qui n'apportent rien, tu ouvres des blessures qui ne se referment pas facilement. Tu exposes les autres et tu t'exposes toi-même. La confiance est une monnaie qui s'épuise rapidement et qu'il faut des années à reconstruire. Une fois que tu l'as perdue parce que tu n'as pas su te taire, la facture émotionnelle arrive avec des intérêts. Celui qui sait se taire, sait protéger. Cette phrase devrait être la base de toute relation saine et de toute stratégie personnelle. Le désir de révéler des vérités cache parfois une insécurité, une peur de rester à l'écart ou de paraître naïf. C'est une sorte de bouclier. Si je montre que je sais tout, personne ne peut l'utiliser contre moi. Mais en agissant ainsi, tu renonces à un avantage silencieux. L'information est un pouvoir seulement quand tu sais quand l'utiliser et quand la garder pour toi. Tout ce que tu penses n'a pas besoin d'être rendu public. Toutes les vérités ne s'additionnent pas. Certaines ne font que fatiguer. En fait, tout révéler est souvent un symptôme de faiblesse.
l'incapacité de supporter le poids de ce que tu sais sans chercher un soulagement immédiat. Maîtriser le silence face à la vérité gênante est une forme supérieure d'intelligence émotionnelle. Cela te permet d'observer sans intervenir, d'analyser sans te trahir, de décider sans laisser la pression interne te dominer. C'est l'entraînement d'un muscle que peu développent, la retenue. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des moments où tu pourrais démasquer quelqu'un, gagner une discussion ou te montrer comme le plus informé, et pourtant, tu choisis de ne pas le faire. Non par lâcheté, mais parce que tu comprends que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées et que la vérité mal administrée est plus toxique que le mensonge. La plupart des gens craignent de devenir complices en se taisant, mais la véritable complicité réside dans l'utilisation du silence pour protéger ce qui compte, la stabilité, la confiance et surtout ta propre intégrité. Si chaque fois que tu sais quelque chose, tu décides de le lâcher, tu finis seul, et pire encore, tu perds le respect des autres et le contrôle sur toi-même. Le silence face à la vérité est un signe de pouvoir. C'est une forme de force qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Le défi est de supporter le poids de la vérité sans laisser l'impulsion de l'exposer te consumer. C'est inconfortable, oui, car cela t'oblige à vivre avec des informations qui pourraient changer des dynamiques, mais qui n'améliorent pas nécessairement les choses en étant mises en lumière. La valeur réside dans le discernement de quand une vérité apporte quelque chose, et quand elle ne sert qu'à alimenter la tension, à générer de la méfiance ou à détruire des liens. Au final, ce n'est pas ce que tu sais qui te définit, mais ce que tu décides de faire avec cette connaissance. La maturité consiste à être le gardien, non le porte-parole, des vérités qui ne construisent pas. Si tu parviens à maîtriser ce silence, tu deviens moins prévisible, plus respecté et presque impossible à manipuler. La vie ne récompense pas celui qui dit tout, mais celui qui sait quand se taire. 6. Observez davantage, interprétez avant d'agir. Vous franchissez la porte d'une pièce, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une maison étrangère ou d'un wagon de train. Et la première chose que vous remarquez n'est pas toujours ce qui se dit, mais ce qui se passe pendant que les autres pensent que personne ne les observe. Certaines personnes consultent leur téléphone avec un froncement de sourcils, d'autres se jettent des regards furtifs, un geste minimal d'inconfort ou un sourire qui dure à peine une seconde de plus que la normale. Il est facile de passer à côté de ces détails, surtout si votre esprit saute directement à l'interprétation. Il ne m'a pas salué, il doit être fâché. Ce commentaire était pour moi. Ici, je ne suis pas bien vu. L'impulsion de lire la situation et d'agir en conséquence est presque automatique. Répondre avec froideur, se justifier à l'avance, changer de posture pour s'adapter. Mais si vous vous arrêtez un instant, si avant de réagir, vous choisissez d'observer vraiment et de suspendre votre jugement, vous commencez à remarquer que la plupart des interprétations immédiates ont peu de fondement et que vos propres réactions sont souvent des reflets d'insécurités anciennes, non de réalités objectives. L'esprit humain, par conception, déteste l'incertitude. Face à tout geste ambigu, il invente des explications rapides, car il lui est insupportable de ne pas savoir où il en est. C'est un mécanisme de défense. Essayez de tout comprendre instantanément pour réduire l'anxiété de l'inconnu. Mais ce mécanisme est aussi un piège. Lorsque vous vous précipitez à interpréter, vous comblez les vides avec vos peurs, vos expériences passées, vos préjugés. Chaque fois que vous répondez à une situation sans l'avoir observée en profondeur, vous multipliez la probabilité d'erreur et de regret. Celui qui passe à l'action sans analyser d'abord paie le prix de se battre dans des batailles inutiles ou de porter le poids de la culpabilité d'avoir mal interprété. C'est pourquoi le véritable pouvoir réside dans le fait de s'arrêter suffisamment longtemps pour voir ce que les autres ne voient pas. Les schémas derrière les gestes, la cause cachée d'une réaction, la différence entre une menace réelle et une simple projection mentale. Observer davantage et agir après avoir correctement interprété n'est pas seulement une question d'intelligence sociale, c'est une stratégie de survie psychologique.
La personne qui maîtrise cette habitude est moins manipulable, car elle ne se laisse pas entraîner par des provocations superficielles, ni par la pression sociale de répondre instantanément. Elle détecte les jeux subtils, prend conscience des motivations non explicites et surtout économise de l'énergie en ne l'investissant pas dans des scénarios faux. Ici, l'une des compétences clés de la maturité s'entraîne, la capacité à supporter l'inconfort de ne pas savoir et à résister à l'urgence de tirer des conclusions rapides. Vous analysez, comparez, consultez votre expérience et seulement après vous choisissez comment agir. L'interprétation hâtive est la racine de la plupart des conflits. Cette phrase devrait être gravée dans l'esprit de quiconque cherche la paix et la clarté. Il y a un autre avantage. Lorsque vous observez davantage